L'appel de Cthulhu de Howard Philip Lovecraft. Trouvé parmi les papiers de feu Francis Wayland Thurton de Boston. De ces formidables puissances ou êtres, on peut imaginer qu'il y ait eu des survivances. Des survivances d'une période incroyablement reculée, quand la conscience se manifestait peut-être sous des formes ou des structures maintenant disparues, bien avant que la marée humaine ne recouvrît tout. Des formes dont seule la poésie et les légendes ont capturé des souvenirs évanescents qu'elles nomment monstres, créatures, êtres mythiques et toutes sortes d'autres dieux. Algernon Blackwood. Chapitre 1. L'horreur d'argile. À mon sens, la plus grande faveur que le ciel nous ait accordée, c'est l'incapacité de l'esprit humain à mettre en corrélation tout ce qu'il renferme. Nous vivons sur un îlot de placide ignorance au sein des noirs océans de l'infini, et nous n'avons jamais été destinés à faire de longs voyages. Les sciences, chacune s'évertuant dans leur propre direction, nous ont jusqu'à présent peu nui. Un jour cependant, la coordination des connaissances éparses nous ouvrira des perspectives si terrifiantes sur le réel et sur l'effroyable position que nous y occupons, qu'il ne nous restera plus qu'à sombrer dans la folie devant cette révélation, ou fuir cette lumière mortelle pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel âge de ténèbres. Les théosophes ont saisi la formidable grandeur du cycle cosmique, à côté duquel notre monde et l'humanité ne sont qu'une pitoyable engeance. Mais ce n'est pas d'eux que me vient l'unique vision fugitive des ers interdites qui me glace le sang lorsque j'y songe, et qui me rendent fou lorsque j'en rêve. Cette vision, comme toutes les visions redoutables de la vérité, surgit brusquement de la juxtaposition accidentelle d'éléments distincts. En l'occurrence, un fait divers tiré d'un vieux journal et les notes d'un professeur défunt. Ma découverte remonte à l'hiver 1926-1927, au moment de la mort de mon grand-oncle, George Gamel Angel, professeur émérite en langue sémantique à l'université Brown de Providence. L'autorité du professeur en matière d'inscriptions anciennes était largement reconnue, et il était souvent consulté par les responsables de grands musées, si bien que son décès, à l'âge de 92 ans, resta tristement marqué dans les mémoires. Et ce, d'autant plus que les circonstances de sa mort étaient restées obscures. Le professeur avait eu une attaque alors qu'il revenait du bateau de Newport. Il est tombé comme une masse, avaient rapporté les témoins, après avoir été bousculé par un noir à l'allure de marin qui avait déboulé d'une de ces courrues étranges et sombres accrochées à la colline abrupte qui constituait un raccourci pour aller du port à la maison du défunt par William Street. Les médecins furent incapables de trouver une cause évidente à cette mort, et après s'être perdus en conjoncture, finirent par conclure que l'ascension de la colline, trop pentue pour un homme de son âge, avait dû causer quelques lésions au cœur, ce qui avait provoqué sa mort. À l'époque, je n'avais aucune raison de douter de leur diagnostic, mais à présent, j'ai commencé à me poser des questions, et même bien plus que cela. En tant qu'héritier et exécuteur testamentaire de mon grand-oncle, car il était mort veuf et sans enfant, je fus évidemment amené à examiner ses papiers avec attention, raison pour laquelle je déménageai tous ces dossiers et caisses dans mes quartiers à Boston. La majorité des documents que j'ai classés seront bientôt publiés par la Société américaine d'archéologie. Mais l'un des dossiers m'intriguait infiniment, et je n'avais aucune envie de le communiquer à qui que ce soit. Il était fermé, et je n'en trouvais pas la clé. Mais il me revint en mémoire que mon oncle portait toujours avec lui dans sa poche un anneau. Ainsi, après l'avoir retrouvé, je parvins à l'ouvrir. Mais une fois cela fait, ce fut pour me retrouver, me sembla-t-il, devant une barrière encore plus haute et hermétiquement close.
Quelle pouvait bien être la signification de ce bas-relief en argile, de ce fatras de notes décousues, de ces divagations incohérentes et de ces coupures de presse que je découvris? Mon oncle, à l'approche de la mort, était-il devenu le jouet crédule d'impostures grossières? Je décidai de rechercher le sculpteur excentrique qui avait apparemment perturbé la tranquillité d'esprit de ce pauvre vieil homme. La sculpture, sorte de bas-relief, était un rectangle approximatif de 5 pouces sur 6, épaisse d'environ 1 pouce. De facture manifestement récente, ces motifs évoquaient une atmosphère qui était loin d'être moderne. Car si les fantaisies du cubisme ou du futurisme sont nombreuses, violentes, elles ne représentent jamais cette régularité cryptique tapie dans les écritures préhistoriques. Or, ces motifs semblaient bien être une sorte d'écriture, bien que je sois totalement incapable de les identifier ou de les rapprocher de près ou de loin d'une quelconque écriture ancienne, et ce malgré ma connaissance parfaite à présent des documents et collections de mon oncle. Au-dessus des hiéroglyphes se trouvait une figure, placée là dans une intention d'illustration évidente. Bien que l'exécution impressionniste n'autorisait pas que l'on se fît une idée très nette de sa nature. On aurait dit une sorte de monstre, ou tout du moins la représentation symbolique d'un monstre que seul un esprit morbide aurait pu le concevoir. Si je vous dis que mon imagination quelque peu extravagante se laissa aller pour y voir tout à la fois les formes d'une pieuvre, d'un dragon et d'une caricature d'être humain, ce ne serait pas trahir l'esprit de la chose. Une tête molle, tentaculaire, surmontait un corps grotesque et écailleux, équipé d'ailes rudimentaires. C'était là la ligne générale de l'ensemble qui provoquait le choc le plus violent et le rendait plus effrayant. Derrière la figure, à l'arrière-plan, on devinait la vague suggestion d'une architecture cyclopéenne. Les textes qui accompagnaient cet objet bizarre étaient de la main du professeur Angel et semblaient avoir été rédigés tout récemment, à l'exception d'un paquet de coupures de presse. C'étaient des notes, sans aucune prétention littéraire. Le document, apparemment le plus important, portait le titre « Culte de Cthulhu », soigneusement écrit en caractères d'imprimerie comme pour éviter toute erreur de lecture sur ce mot aussi inhabituel. Ce manuscrit était divisé en 2 sections, dont la première était intitulée 1925, Rêveries et œuvres d'après-rêve de H. A. Wilcox, 7 Thomas Street, Providence, en Rhode Island, et la seconde, Récit de l'inspecteur John R. Legrasse, 121 Bienville Street, La Nouvelle-Orléans, Louisiane, à la conférence de 1908 de la SAA, note à propos de ce dernier et de la relation du professeur Webb. Le reste des documents n'étaient que des notes brèves, certaines relatant des rêves étranges faits par diverses personnes, d'autres comportant des citations tirées de livres et de revues de théosophie, notamment l'Atlantide et la Lémurie perdue de William Scott Elliot. Quant au reste, il s'agissait de commentaires sur quelques passages de classiques de la mythologie et de l'anthropologie tels que le Rameau d'or de Fraser ou le culte des sorcières en Europe occidentale de Miss Murray. Les coupures faisaient essentiellement allusion aux maladies mentales et aux épidémies extraordinaires de folie ou de délire collectif que l'on avait pu constater au printemps de l'année 1925. La première partie du manuscrit principal contait une très étrange histoire. Il semble que le 1er mars 1925, un jeune homme mince et brun, l'air névrosé et surexcité, soit venu rendre visite au professeur Angel en lui apportant le singulier bas-relief d'argile encore tout humide et frais. Sa carte portait le nom de Henry Anthony Wilcox, et mon oncle sut ainsi qu'il était le plus jeune fils d'une excellente famille qu'il connaissait un peu. Ce garçon avait étudié la sculpture peu de temps auparavant, à l'école des beaux-arts de Rhode Island, et vivait seul dans une grande pension du nom de Fleur de Lys, non loin de son institution.
Wilcox était un jeune homme précoce dont les dons étaient reconnus, mais il avait aussi une grande excentricité, car depuis l'enfance, il avait attiré l'attention sur lui pour l'habitude qu'il avait de raconter des histoires curieuses et des rêves étranges. Il se disait lui-même qu'il était hypersensible sur le plan psychique, mais les habitants de cette ancienne cité commerciale, des hommes conservateurs, se contentaient de considérer cet homme comme un original. Se mêlant rarement aux gens de son milieu, il avait peu à peu cessé de fréquenter la bonne société des artistes et n'avait plus autour de lui maintenant qu'un petit groupe d'esthètes originaires d'autres villes. Le Club des Arts de Providence, lui-même soucieux de préserver son conservatisme, l'avait jugé comme un cas tout à fait désespérant. À l'occasion de sa visite, poursuivait le manuscrit, le sculpteur fit appel aux lumières de son hôte en matière d'archéologie et lui demanda d'identifier les hiéroglyphes gravés sur le bas-relief. Il s'exprimait d'une façon distraite et empruntée qui suggérait l'affection et lui aliénait toute sympathie. Mon oncle lui répondit sèchement que la fraîcheur manifeste de la tablette l'attachait à tout sauf à l'archéologie. La réponse du jeune Wilcox, qui impressionna suffisamment mon oncle pour qu'il s'en souvienne et la note mot pour mot, avait été faite sur un ton de poésie fantastique qu'il avait dû imprimer à toute la conversation et dont je me suis aperçu depuis qu'il était hautement caractéristique de son être. Il lui avait dit: « Elle est neuve, en effet, car je l'ai sculptée la nuit dernière lorsque j'ai rêvé d'étranges cités. Mais les rêves sont plus anciens que la sinistre Tyr, que le sphinx contemplatif ou que Babylone aux 1000 jardins. » C'est alors qu'il avait commencé un récit incohérent qui avait soudainement réveillé quelque chose dans la mémoire endormie de mon oncle, et fait que celui-ci l'avait écouté avec un intérêt passionné. Il y avait eu, la nuit précédente, un léger tremblement de terre, le plus important qui ait été ressenti en Nouvelle-Angleterre depuis déjà plusieurs années. Or, l'imagination de Wilcox en avait été vivement affectée. Après s'être endormi, il avait fait un rêve comme il n'en avait jamais fait auparavant, avec des cités cyclopéennes faites de blocs de pierre titanesques et des monolithes qui s'élevaient vers le ciel, le tout ruisselant de vases et d'une sinistre horreur latente. Des hiéroglyphes couvraient les murs et les piliers, et d'un lieu indéterminé montait une voix qui n'était pas une voix, plutôt un sentiment chaotique qui tentait de se transmuter en un son que Wilcox transcrivit dans l'incompréhensible et imprononçable désordre de lettres Cthulhu-Fnag. Cet enchevêtrement verbal avait été la clé de voûte des souvenirs de mon oncle, le professeur Angel, et dès lors, il s'était mis à questionner le sculpteur avec une minutie scientifique et étudia avec obstination le bas-relief sur lequel le jeune homme s'était retrouvé en train de travailler, jusqu'à son brusque sommeil, en sueur, glacé et en habit de nuit.
Mon oncle pestait sur son âge, à cause de sa lenteur à déchiffrer les hiéroglyphes et les pictogrammes. Plusieurs de ces questions semblèrent incongrues à son visiteur, notamment lorsqu'il tenta d'associer ce dernier à des sociétés secrètes ou à des cultes impies. Wilcox ne comprit pas pourquoi le professeur insistait, en promettant le silence pour lui faire admettre son appartenance à une certaine secte païenne encore très répandue. Quand le professeur Angel fut enfin persuadé que le sculpteur ignorait tout en réalité de tout culte ou tout système de tradition cryptique, il assiégea son visiteur de prière pour qu'à l'avenir, il vienne lui raconter ses rêves. Le résultat fut positif, car après la première entrevue, le manuscrit mentionne les visites quotidiennes du jeune homme, visites au cours desquelles il rapportait des surprenants lambeaux d'une imagination nocturne, dont la substance demeurait toujours de quelques terribles visions cyclopéennes de pierres noires et ruisselantes, accompagnées d'une voix ou d'une intelligence souterraine qui criait monotone des messages énigmatiques que l'on ne pouvait pas tout à fait qualifier de sons inarticulés. Les 2 vocables les plus fréquentes répétées étaient Cthulhu et R'lyeh. Le 23 mars, poursuivit le manuscrit, Wilcox ne vint pas. Une rapide enquête à son domicile révéla qu'il avait été pris d'un brusque accès de fièvre et conduit auprès de sa famille à Waterman Street, après qu'il ait hurlé toute la nuit, réveillant plusieurs artistes de la pension, où l'on l'avait trouvé tour à tour, conscient et délirant. Mon oncle appela immédiatement sa famille et par la suite se rendit à plusieurs reprises chez le docteur Tobey de Thayer Street, qui était le médecin du jeune homme. L'esprit de Wilcox était obsédé de choses étranges, et le docteur haussait de temps à autre les épaules lorsqu'il parlait. Il y avait évidemment l'inlassable réapparition des rêves, mais également d'une masse gigantesque, faisant plusieurs milliers de mètres, qui déambulait d'un pas lourd. Il ne fit jamais une description physique précise de cette chose, rapporta le docteur Tobey, mais les quelques mots effrayants qu'il utilisait pour en parler firent immédiatement songer le professeur à la monstruosité innommable sculptée sur le bas-relief. L'évocation de la chose, précisa le médecin, précédait invariablement la chute du patient en léthargie. Curieusement, alors que son état suggérait plutôt une fièvre que des désordres mentaux, sa température n'était pas élevée. Le 2 avril, vers 3 heures de l'après-midi, la maladie de Wilcox cessa brusquement. Il se redressa sur son lit, étonné de se retrouver chez ses parents et complètement ignorant de ce qui avait bien pu se passer depuis le 22 mars, aussi bien dans la réalité que dans ses rêves. Déclaré en bonne forme par son médecin, il retourna dans son appartement, et par la suite il ne fut plus d'aucune aide au professeur. Ses rêves étranges avaient disparu aussi soudainement et brusquement que sa maladie, et après une semaine, mon oncle finit par cesser de noter ses visions nocturnes, qui n'étaient plus que des rêves banals, sans aucun intérêt. C'est sur ce constat que la première partie du manuscrit s'achève, mais les références à diverses notes éparses me donnèrent vivement matière à réflexion, à tel point que seul mon scepticisme inébranlable, fondement de ma philosophie de pensée, peut expliquer ma méfiance constante envers l'artiste. Les notes dont je parle décrivaient les rêves de plusieurs personnes, à la même époque où Wilcox avait eu ses visions. Mon oncle avait diligenté une véritable enquête auprès de la quasi-totalité de ses amis, leur demandant de relater leurs rêves nocturnes, ainsi que les dates où ils auraient pu avoir des visions d'un quelconque passé. Ces demandes furent accueillies de manière diverse, mais en fin de compte, il y reçut un important nombre de réponses, bien plus en tout cas qu'il n'était possible de traiter sans secrétariat. Cette correspondance n'a malheureusement pas été conservée, mais des notes en font de résumés plutôt minutieux et significatives. Les personnes normales, traditionnalistes et conservatrices de la Nouvelle-Angleterre, renvoyèrent presque tous des réponses négatives. Quoi qu'il en ressort ici et là des impressions déplaisantes, mais
informulée, toujours entre le 23 mars et le 2 avril, période de délire du jeune Wilcox. Les scientifiques ne furent guère plus réceptifs, bien que 4 d'entre eux évoquent vaguement des visions fugaces de paysages étranges, et que dans un cas, on mentionne la terreur de quelque chose d'anormal. Ce fut des artistes et des poètes que vinrent les réponses les plus pertinentes, et je suis convaincu qu'ils auraient été pris de folie s'ils avaient pu comparer leurs témoignages. Quoi qu'il en soit, comme je ne pouvais consulter les originaux, je soupçonnais à demi celui qui les avait analysés d'avoir posé des questions allant dans le sens qu'il souhaitait ou de n'avoir gardé de cette correspondance que ce qui venait d'appuyer ce qu'il avait déjà résolu de chercher. Voilà pourquoi je demeurais persuadé que, ayant eu d'une manière ou d'une autre connaissance des données les plus anciennes que mon oncle aurait eues en sa possession, Wilcox avait trompé le vieux savant. Les réponses des artistes révélaient une histoire assez troublante. Entre le 28 février et le 2 avril, beaucoup d'entre eux avaient fait des rêves très bizarres. Ces rêves, ayant été infiniment plus fréquents pendant la période où le jeune sculpteur avait déliré, un quart de ceux qui avaient envoyé un compte-rendu témoignaient avoir assisté à des scènes et perçu des sons quasi très différents de ceux que Wilcox avait entendus et décrits. Et certains de ces rêveurs avouaient même avoir eu une peur intense de la chose gigantesque et indicible qui était devenue visible vers la fin. L'un des cas, qu'une des notes décrivait en détail, était tout à fait très attristante. Le sujet, un architecte très connu qui avait un penchant pour la théosophie et l'occultisme, avait été pris de folie violente le jour même où Wilcox avait été frappé de folie, et dont il était mort quelques mois plus tard, après avoir poussé des cris incessants pour implorer qu'on le sauve de quelques lieux infernaux. Si mon oncle avait noté les noms au lieu d'employer simplement une numérotation, j'aurais entrepris à mon tour une enquête et procédé à quelques interrogations et vérifications. Malheureusement, je ne parvins à retrouver que quelques témoins. Ces derniers, cependant, confirmèrent tous absolument le contenu des notes. Je me suis souvent demandé si tous les sujets interrogés par le professeur avaient été aussi intrigués que ceux que je rencontrais. Il est préférable qu'aucune explication ne leur parvienne jamais. Les coupures de presse, comme je l'avais laissé entendre, faisaient allusion à certains cas de panique ou de manie, d'excentricité constatée au cours de la même période. Le professeur Angel avait sans aucun doute fait appel à une agence de coupure de journaux, car le nombre d'articles dont il disposait était prodigieux, et il provenait du monde entier. Ici, c'était un suicide qui s'était produit une nuit à Londres, parce qu'un dormeur solitaire avait sauté par la fenêtre en poussant un cri terrifiant. Là, dans une lettre incohérente adressée au directeur d'un journal d'Amérique latine, un fanatique déduisait des visions qu'il avait eues que l'avenir serait atroce. Une dépêche de Californie décrivait une colonie de théosophes qui revêtaient des robes blanches en masse, dans l'attente de quelque accomplissement glorieux qui ne se réalisa jamais. Tandis que, dans les entrefilets venus des Indes, évoquaient à mots couverts de sérieux troubles d'indigènes qui s'étaient produits vers la fin du mois de mars. Des orgies vaudous s'étaient multipliées en Haïti et dans des avant-postes en Afrique. Certains blancs faisaient état de murmures inquiétants. Des officiers américains servant aux Philippines constataient l'existence d'une agitation dans quelques tribus, toujours à la même époque, et des policiers new-yorkais avaient été harcelés par les Levantins hystériques dans la nuit du 22 au 23 mars. L'ouest de l'Irlande aussi était en plein de murmures incontrôlables et légendaires, tandis qu'un peintre fantastique français du nom d'Ardois Bonneau exposait son blasphématoire paysage de rêve au Salon du Printemps de Paris en 1926. Si nombreux qu'étaient les troubles enregistrés dans les asiles de fous, que seul un miracle avait pu empêcher la corrélation médicale d'établir des parallèles et de tirer des conclusions embarrassantes.
Un étrange paquet de coupures de presse, en définitive. Et je comprends mal aujourd'hui le rationalisme insensible avec lequel je les écartais. Cependant, déjà à l'époque, j'étais convaincu que le jeune Wilcox avait eu connaissance des recherches occultes plus anciennes du professeur.